Je connais personne au monde qui n'aime pas la Toscane. C'est impossible. Est probablement la région avec la plus grande concentration des beautés. Son paysage, on traverse des collines, on passe à côté de la mer, pour arriver d'un coup dans le centre d'une ville qui nous coupe le souffle. C'est le cas de la capitale de la Toscane, Firenze, Florence. La présence de l'Église en Italie a été toujours très forte. Mais dans chaque ville, il y avait quand même une présence juive très importante. Et le but de mon voyage est de vous faire découvrir la vie de ces communautés extraordinaires. À différence d'autres villes, Florence, même s'elle n'est pas trop grande, elle nous paraît immense. Même la synagogue est majestueuse. On peut la voir même de très loin. Sa grandeur correspond à la grandeur de sa communauté. La synagogue est née lorsque le chevalier David di Angiolo Levi est mort en 1870. Il a laissé 1 200 000 lire à l'université hébraïque de Florence pour construire le temple, qui a été construit avec 1 million de lire. Un million. 1 million en 1870. Il a commencé en 1872 et s'est terminé en 1884. Il aura fallu 12 ans pour le construire. Et nous, pour sa restauration, on travaille depuis 25 ans et nous n'avons toujours pas fini. Car au 19e siècle, ils les ont bien construits, mais avec quelques défauts. Le vieux temple de Florence est né sur cette zone, après une recherche effrénée de 1850 à 1870 pour trouver un terrain propice à la construction de la synagogue. Les Juifs florentins voulaient une synagogue ou un nouveau temple. Di un terreno adatto a costruire la sinagoga. Gli ebrei fiorentini volevano che la sinagoga o il tempio nuovo dopo la distruzione delle due scuole italiane. Où elle était avant, Dans le ghetto, et il ne reste plus rien. entièrement détruit à l'époque où Florence était la capitale. Firenze capitale, Piazza della Repubblica. À la place de la République, il y avait un bâtiment qui était autrefois le ghetto de Florence. Il a été restauré. Il y a encore quelque chose. On peut voir le ghetto aujourd'hui. Rien, plus rien n'existe. Il a été complètement démoli. Tout, même les fondations. Et d'autres bâtiments ont été reconstruits à sa place. Quand Florence était la capitale, Oui, lorsque Florence était la capitale, ils ont détruit l'ancien cimetière juif, le ghetto juif, les tours médiévales et aussi des bâtiments des années 1500. Le monde juif florentin est divisé en deux secteurs. Les anciens commerçants qui souhaitent que la nouvelle synagogue soit proche du centre, tandis que la nouvelle bourgeoisie souhaite qu'elle se développe en périphérie. Ici, où nous sommes, c'était un faubourg de Florence. aujourd'hui plein centre de Florence. C'était le quartier de la cave à briques, car il y avait des argiles avec lesquelles les briques étaient faites. C'était une zone agricole. Ce premier terrain a été acheté et puis un autre derrière. La communauté juive n'avait même pas l'argent pour l'acheter. La préfecture de Florence leur a prêté 300 000 lire pour effectuer la promesse de vente. Nous avons retrouvé le document. Le terrain a été acheté et à ce moment-là, un projet a été fait pour construire la synagogue. L'architecte Marco Treves s'est emparé du projet. Il venait du Piémont, de Casale Monferrato, et il avait étudié en France. Son projet a été rejeté par l'Académie des Beaux-Arts, parce que la municipalité de Florence a justement confié à l'Académie des Beaux-Arts la tâche d'examiner le projet. Quand la synagogue est inaugurée, imaginez une synagogue toute en pierre, avec un grand dôme et des petits dômes, et le dôme central était en cuivre rouge. Maintenant, vous voyez du cuivre en vert et en bleu. Mais quand il a été fabriqué, c'était du cuivre naturel qui était rouge. Florence a une tradition architecturale selon laquelle tous les toits des édifices du centre historique et des édifices religieux ou civils devaient être recouverts de terre cuite Firenze toscane. ha una tradizione architettonica secondo la quale tutte le coperture degli edifici del centro storico e degli edifici religiosi o civili dovevano essere rivestiti in cotto toscano.
Et la synagogue? Exception? Fu fatta un'eccezione. Une exception a été faite pour s'inspirer du style oriental. Il tempio è Le temple est une synagogue de la deuxième génération, de l'émancipation. Mais cela n'a rien à voir avec les synagogues du ghetto, des synagogues des ghettos italiens. Il s'inspire de l'architecture d'une basilique. basilica, ha una struttura basilicale. D'où ils venaient les Juifs de Florence et comment était composée la communauté. Les Juifs étaient séfarades, ashkénazes. A Firenze la maggioranza degli ebrei, anzi quasi tutti gli ebrei erano italiani, non c'erano ashkenaziti né niente. À Florence, la majorité des Juifs, presque tous les Juifs étaient italiens. Il n'y avait pas d'Ashkénazes. Il y avait des Livournais qui venaient à Florence pour faire leurs affaires. Les Livournais avaient l'habitude d'être libres à Livourne, donc ils ne s'adaptaient pas à être à l'intérieur du ghetto et vivaient en fait dans les zones voisines. Puis, beaucoup de Juifs italiens ont fait semblant d'être des Levantins, donc des Livournais, pour pouvoir rester en dehors du ghetto. Puis il y a eu bien sûr des discussions sans fin, vous vous en doutez, les Italiens. Puis il a été décidé que qui assistait les vendredis et samedis et toutes les fêtes pour un an avec toute la famille pourrait à juste titre être considéré comme levantine. Con tutta la famiglia poteva a buon diritto essere considerato levantino. J'ai adoré cette histoire, car j'ai absolument redécouvert le caractère, l'esprit des Italiens, qui trouvent toujours une solution à n'importe quel problème. C'est vraiment le pays de la commedia dell'arte. Et comme dans chaque ville, je me dirige vers le cimetière pour découvrir les familles qui ont vécu et travaillé ici. Et à travers les pierres tombales, je découvre toujours des histoires nouvelles et parfois même très curieuses. La parte principale è ottocentesca. La partie principale est du 19e siècle. Il y a les restes de tombes déplacées à l'extérieur des murs. La partie que nous voyons dans cette direction sont des tombes plus anciennes, du XVIIe siècle. Et il y a une plaque qui décrit également le déplacement de diverses tombes pour l'expropriation de cette zone. Ensuite, il y a quelques tombes monumentales très importantes des années 1800, comme la blanche que nous voyons ici. C'est la tombe du chevalier David di Angiolo Levi, qui était le président de l'université hébraïque de Florence et qui a laissé tous ses biens, soit plus d'1 200 000 lire en 1850, pour construire le temple juif de Florence. Che lasciò tutti i suoi veri, oltre 1.200.000 lire nel 1850, per costruire il Tempio ebraico di Firenze. E questa tomba ha una singolarità. Et ce tombeau a une singularité. Il a été conservé. Il appartient à l'avocat Dante Cohen, qui était secrétaire de l'université hébraïque de Florence et mort en 1878. Outre le symbole du Cohen trouvé de cet autre côté, il est important de montrer comment, pendant ces années, il était membre de la franc-maçonnerie. Far vedere come in quegli anni egli fosse appartenente alla massoneria. Ah sì, è vero. C'est vrai. L'équerre, le compas et le degré de niveau sont des symboles de la franc-maçonnerie. Ce n'était pas la plus haute autorité de la franc-maçonnerie, mais il était tout de même membre au 30e degré. Cela symbolise comment la bourgeoisie juive florentine, comme toute la bourgeoisie juive italienne, avait participé à la reconstruction du pays en appartenant au Carbonari, un groupe qui a beaucoup influencé, tout comme la franc-maçonnerie, qui a été un élément de l'unité nationale, la cité de l'État, typique de la bourgeoisie juive florentine. Della borghesia ebraica fiorentina.
Et parmi les personnages très connus en Toscane, il y a aussi la tombe d'un grand poète, Salomone Fiorentino. Même les fleuves qui la traversent, l'Arno, s'émerveille devant tant de beauté. Une carte postale. Dans ce cadre, la communauté juive de Florence a été et est toujours protagoniste. Le premier témoignage de l'existence d'une communauté juive à Pise remonte au XIIe siècle. Pise, c'était le principal centre portuaire toscane et constituait un point de transit idéal pour les affaires qui reliaient l'Orient au cœur de l'Europe. La principale fonction des Juifs était de servir d'intermédiaire dans le domaine commercial, mais aussi culturel, entre les chrétiens et le monde islamique. Et nous savons, par le rapport de voyage d'un Juif espagnol, un certain Beniamino de Toledo, que vers l'an 1160, une vingtaine de Juifs vivaient à Pise. Le cimetière juif de Pise est l'un des plus anciens lieux de sépulture juifs au monde. Et le cimetière actuel a été précédé d'au moins 3 autres cimetières juifs, tous situés à l'extérieur des murs occidentaux de Pise. On pense que certaines personnes, peut-être plus pauvres, ont été enterrées au pied des murs et que leurs noms ont été gravés sur la pierre en correspondance avec le lieu de sépulture. Il y a des traces épigraphiques sur le mur à droite de la Porta Nuova du plus ancien cimetière du XIIIe siècle. La composante levantine devient fortement majoritaire à la fin du XVIe siècle suite à l'octroi par le grand-duc Ferdinand Ier, des privilèges particuliers, dits les Livornines. C'est pourquoi de nombreux marchands juifs s'installent à Pise et à Livourne. Chaque ville, une nouvelle histoire, différente, extraordinaire. Et grâce aux privilèges particuliers, les Livornines, il y a eu une grande immigration de marchands, surtout dans le secteur textile. Grâce à tous ces nouveaux habitants, la communauté juive, vers le 1615, comptait 500 personnes. Et après Pise, la prochaine étape ne peut être que Livourne. Livourne. Oh bella ciao, bella ciao, 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 la 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 la. J'ai toujours entendu parler de Livourne,
J'ai connu de nombreux juifs séfarades de Tunisie, et la plupart d'entre eux prétendent certainement avoir des origines livournaises. Et dans la plupart des cas, c'est vrai. Ciao Pierino. Salut Pierino, je suis heureux d'être ici à Livourne. C'est une étape indispensable, je dirais essentielle pour ceux qui veulent connaître le judaïsme italien et au-delà. Mais qu'est-ce que c'est Livourne pour un juif? Donc Livourne est aussi, avec Pise, la ville voisine, la première ville à ne pas avoir introduit de ghetto. C'est donc à la période comprise entre 1500 et 1600, après les politiques, je dirais, de l'Espagne ségrégationniste et du Portugal, que de nombreux juifs ont fui après des siècles de vie dans ces pays. Et Livourne devient alors un lieu de refuge où commencer une nouvelle vie et où il devient possible d'acquérir un bien immobilier. Fuggiti dalla Spagna dopo secoli che vivevano in questi paesi, Livorno diventa un luogo, un rifugio dove poter di nuovo ricominciare una vita, dove è possibile proprio acquistare anche beni immobili. Già nel 500. Dès 1550, Oui, à la fin du XVIe siècle, début des années 1600. un cas unique, car à Venise, dans le ghetto, Oui, on sait oui. très bien qu'on ne pouvait acheter nulle part ailleurs, donc seulement ici. Exactement. En fait, la grande force de Livourne, c'est surtout les Livourninés, les lois de Livourne promulguées à deux époques différentes, à la fin de 1500 par la dynastie des Médicis et les ducs de Toscane. Tra l'altro una cosa che mi è piaciuta Entre autres, une chose que j'ai beaucoup aimée est une fresque murale que tu m'as montrée, car elle représente quelque chose d'ancien mais pourtant très actuel. Oui, une lecture contemporaine en fait. C'est la fresque de Ligama, qui est un artiste sicilien. En septembre 2020, il réalise cette fresque dans laquelle il réinterprète les lois de Livourne, le Livornine. Donc une série de lois qui permettent à toute personne, de toute origine, de venir vivre à Livourne et de commencer un peu une nouvelle vie. C'est aussi une période de grandes difficultés, de conflits, et donc la ville devient très accueillante de ce point de vue. Di grandi difficoltà, di conflitti, Certo. e quindi la città diventa proprio accogliente da questo punto di vista. Qui c'era un desiderio Il y avait donc un désir pour de nombreux Oui, oui. juifs, je suppose, de venir à Livourne de toute façon. Parce que le fait qu'il n'y avait pas de ghetto, ça veut dire que les juifs étaient reconnus comme citoyens. Oui, 1700 est l'âge d'or pour de nombreux sujets. Déjà, de nouveaux sujets émergent, parce que la question était « Comment puis-je aborder la Torah ? Où puis-je trouver le texte avec les caractères ?» Et donc, à Livourne, déjà à la fin des années 1600, une première imprimerie est née, avec une première typographie qui publie des textes, évidemment en hébreu, et publie également des textes de sages de la Torah. Et cela a été le tremplin pour faire de Livourne un lieu d'étude. Caratteri e pubblica testi anche di studiosi, oltre ovviamente alla Torah, e studiosi che rabbini fondamentalmente. Certo. Questo poi è il trampolino di lancio per far diventare Livorno proprio anche un luogo di studio. Ci sono delle figure particolari. quindi Il y a des figures particulières, donc des noms qui restent encore dans l'histoire du judaïsme, des maîtres. Je voulais plutôt commencer par une autre figure, une autre personnalité incroyable, qui était Moses Montefiore. Ah, bien sûr. Il est pratiquement né dans le bâtiment où se trouvait l'ancienne synagogue et où se trouve aujourd'hui la nouvelle. Concrètement, il est né près du temple. Pour des raisons familiales, la famille Montefiore ira s'installer en Angleterre et de là, Moses Montefiore fera un parcours incroyable. Il ira avec sa femme en terre d'Israël, également pour un voyage spirituel, et alors il se rendra compte qu'il peut apporter une grande contribution. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui à Jérusalem, il y a un quartier Montefiore. C'est beau. Spirituale, e poi si renderà conto che può dare un grande contributo. Infatti ancora oggi a Gerusalemme esiste un quartiere appunto perché è Montefiore. bellissimo. E la comunità quanti ebrei Et la vivevano? communauté, combien de juifs vivaient à cette période-là? La population a atteint 5000 à 7000 juifs dans la ville. Tra i 5.000 e 7.000 ebrei in città, sì. Quindi Livorno, città di mare, quindi attira ovviamente. Alors, Livourne, c'est une ville balnéaire, attire donc forcément le commerce. Oui, cela attire les commerçants, de grandes familles d'investisseurs, d'hommes d'affaires, qui ont certes beaucoup de contacts avec l'Empire ottoman, mais également avec l'Espagne. Et puis la perspective des Amériques, car évidemment, ça se développe. Et donc Livourne devient précisément l'un des centres stratégiques, même pour les Britanniques. Tout le monde veut y avoir une succursale, avec des points stables sur le port de Livourne.
Cependant, cela n'exclut pas que les gens venaient aussi simplement en tant qu'artisans, simples boutiquiers ou commerçants. Cela faisait encore partie de la vie. Venir vivre à Livourne offre à de nombreuses personnes la possibilité de recommencer, et en tout cas de se réaliser. Également parce que des activités telles que la boulangerie, l'abattage sont toujours des activités nécessaires à la communauté. Elles apparaissent donc en même temps. La possibilità di ricominciare certo. e di comunque di svolgere, anche perché le attività come la panificazione, la macellazione sono comunque attività necessarie alla comunità, Bravo, quindi certo. nascono contemporaneamente. A livello anche artistico abbiamo delle Sur le plan artistique aussi, nous avons de grandes présences ici à Livourne. Oui, exactement. Disons qu'au cours du 19e siècle, un mouvement de peintres, dit macchiaioli, s'est développé à Livourne. Et maintenant, pour simplifier, disons que c'est une approche très similaire aux impressionnistes français. Donc, ils ont commencé à peindre en dehors des écoles et des académies des beaux-arts. Un des maîtres qui a vécu à Livourne et qui a étudié à Florence sera Giovanni Fattori. Et parmi ses élèves, nous avons Amedeo Modigliani, un artiste de renommée internationale. Fama internazionale. Une ville sans ghetto, c'est une ville différente. Et les Juifs de Livourne, sont accueillants, comme la mer. Je suppose qu'avec une grande communauté, il y avait beaucoup de synagogues. Eh bien en fait, ce qui est étrange, c'est qu'à Livourne, il n'y a toujours eu qu'une seule synagogue en réalité. Sì. Aujourd'hui, à Livourne, nous avons la chance de pouvoir visiter les tombes des grands maîtres, des grands tzadikim. Et ça, grâce au grand travail qu'a fait Ariela Cassuto, présidente du Bénébrit de Livourne, et de toute la communauté juive de la Toscane, qui ont fait vraiment un grand travail. Parmi eux, il y a le grand Rav Kida, et aussi le dernier Rav italien de Rome, Elio Toaf, qui était de Livourne. Et ce n'est pas un hasard si l'imprimerie avait ici une importance unique. Et le mot ghetto n'existait pas à Livourne. Et maintenant, je vais chez mon copain Guido Guastalla, un des plus grands éditeurs juifs en Italie. L'édition à Livourne est née en 1650 avec Yedidia Gabay qui vient de Venise. Il a déménagé à Livourne et a imprimé un livre de responsa rabbinique en 2 volumes que j'ai réussi à trouver en Amérique et je suis très heureux de les posséder. Dans la seconde moitié des années 1800, il y a 3 maisons d'édition. L'une est Belforte qui se développe dans le monde entier et surtout en Méditerranée, jusqu'à Cochin en Inde, en Irak, à Istanbul et en Afrique du Nord notamment. L'autre est celle du rabbin Israël Costa et le troisième est celle du rabbin Benamozeg. Nord Africa in particolare, l'altra è quella del rabbino Israel Costa e la terza è quella del rabbino Benamozeg. En regardant la mer, le coucher du soleil, je vois les bateaux qui arrivaient ici, dans les ports de Livourne. Et tous ces juifs qui faisaient ces affaires, ces commerces. Et maintenant, je quitte la ville libre. La ville où le mot ghetto, il n'apparaît pas dans les pages de son histoire, car il n'a jamais existé.
Après la mer, je veux changer complètement de paysage. Et je me dirige vers le cœur de la Toscane. Ce qui m'y attire, c'est son nom, la petite Jérusalem. On n'est jamais prêt pour voir Pitigliano, la petite Jérusalem. Même si on peut aller 1000 fois sur Internet, elle est unique. Quand on visite, on voit toujours de belles choses. C'est normal de se répéter dans les éloges et dire toujours les mêmes paroles. C'est beau, extraordinaire, incroyable, fantastique. Mais quand j'ai vu Pitigliano, je suis resté bouche bée. Ciao Claudia, siamo qui a Pitigliano. Salut Claudia, nous sommes ici à Pitigliano dans cette communauté unique. Et c'est vraiment typique et unique car lors de mon voyage en Italie, j'ai découvert qu'ici on peut encore voir vraiment comment était la vie de la communauté juive au XVIe siècle. Dis-moi quelque chose sur ce village et sur la communauté juive de Pitigliano. La communauté juive remonte à la seconde moitié des années 1500. C'étaient des juifs qui fuyaient la mesure prise par le pape Paul IV à l'époque à Rome. Et ils ont commencé à travailler, beaucoup étaient des petits artisans, des commerçants. Ils ont créé des banques de prêts et la communauté a commencé à être vivante. La synagogue date de 1598 et le ghetto a été créé en 1622 par les Médicis de Florence. Et les Médicis avaient pris des mesures sévères contre les Juifs des Sienne et de Florence. Et ils ont décidé de faire la même chose aussi ici à Pitigliano. Et donc, ont été forcés, les Juifs, à vivre dans des quartiers de la ville près d'une falaise. Il y avait peu d'espace et ils utilisaient des chambres creusées dans le tuf, sous le niveau de la rue et adaptées à leurs besoins. Et aujourd'hui, nous pouvons encore faire ce voyage dans le passé. À travers ce parcours souterrain, nous pouvons vivre et voir la vie quotidienne des Juifs à l'époque. Et c'était une vie très active. Il y a le bain rituel, le mikvé, la cave où ils préparaient le vin kasher, le boucher, mais surtout le four pour faire le matzot, qui a été actif jusqu'en 1939. Qual è stato il momento in cui la comunità... Et quel est le moment où la communauté des Pitigliano était la plus nombreuse? À l'époque, elle était plus nombreuse et a atteint son apogée juste avant l'unification de l'Italie. Nous sommes donc vers 1840-1850. Il y avait presque 500 juifs sur une population de 2000 Pitiglianesi. Incroyable. Ici, c'est précisément à ce moment-là que Pitigliano s'appelait Petite Jérusalem. Précisément parce que ce nombre est si important par rapport à la population non juive. Le mot kasher était utilisé par les habitants non juifs de Pitigliano pour dire cette année, le vin n'est pas sorti kasher, ou quelque chose qui n'a pas bien marché. C'est pas vrai. Ce n'était pas bien. C'était donc le symbole de la qualité. C'était le symbole de la qualité. Ou cet enfant est gadollo, du gadol qui signifie Grand. grand, gros, beau, gadollo. Et donc en fait, ce fut une période de prospérité jusqu'à l'unification de l'Italie. Je sais que, entre autres, il y a un lien très fort pour un événement triste, le Viva Maria, entre Pitigliano, Monte San Savino, Siena et d'autres villes de la Toscane. Mais Pitigliano a une histoire très particulière. Il y a une histoire intéressante où on voit les habitants de Pitigliano, les non-juifs pitiglianesi, qui se sont soulevés pour la défense des juifs parce que ce mouvement ultra-catholique qui est arrivé a battu le rabbin, profané la synagogue. Mais à ce moment-là, les habits pitiglianesi se sont soulevés. Il me semble même que 2 ont été tués. Et il y a eu un procès à Sienne à ce propos.
C'est un événement appelé la Viva Maria de 1799, très important aussi du point de vue historique, précisément parce qu'au-delà du fait lui-même, il nous fait comprendre que c'était une communauté très forte. Chacun dans sa propre identité, c'est-à-dire qu'ils étaient catholiques ou juifs, mais avant tout, ils étaient des Pitilianesi, donc des habitants de ce village. C'est beau. Très beau. Visitez Pitiliano en n'abordant pas la partie de Via Zuccarelli qui vous mène au ghetto. À tout ce complexe, vous pouvez aussi le faire, mais vous vous en allez et vous ne comprenez pas ce qu'est Pitiliano, car c'était une partie intégrante du village. Merci. Aujourd'hui, il n'y a plus de communauté ici à Pitiliano. Il reste qu'une juive, une femme, Elena Servi. C'est ici, dans ce lieu, que je vois passer les images du passé, d'une communauté extraordinaire. Voilà, nous sommes à Pitiliano, en Toscane, dans le sud de la Toscane. Il fait presque 40 degrés, très chaud, mais ça vaut la peine. Je veux dire que être ici et découvrir tout cet endroit et l'histoire, et ce village imprégné d'histoire juive, c'est trop important et très beau, pour faire connaître à tout le monde qu'est-ce que c'était, la présence, l'importance de la communauté juive dans tous les villages, dans toutes les villes de l'Italie. J'ai quitté Pitiliano, la petite Jérusalem, et les personnes qui font un travail extraordinaire pour diffuser et maintenir la mémoire juive, et je me dirige vers Monte San Savino. Une ville qui a une histoire unique. Alors, siamo a Monte San Savino, in Toscane. Donc nous sommes à Monte San Savino, en Toscane, dans la Provence d'Arezzo. Et ici, il y avait une présence juive très importante. Tu peux me raconter quelque chose? Nous commençons au XVe et XVIe siècle. Certains documents attestent d'une présence juive qui venait à Monte San Savino, principalement pour le jour du marché, qui dans le passé était mercredi. Et même maintenant, c'est encore mercredi. Mais c'était des présences isolées. Même si au milieu des années 1500, nous atteignions jusqu'à, disons, une quarantaine de juifs présentes au Monte, il y avait une banque importante. Nous pouvons parler d'une communauté juive structurée de 1627. En 1627, la famille Passigli de Florence arrive ici au Monte et demande au marquis Orsini de pouvoir s'installer ici. Et dans les contrats qu'il rédige, il demande évidemment de pouvoir mener une vie juive. Donc cela signifie avoir une synagogue, le mikvé, et puis pouvoir avoir un cimetière et pouvoir célébrer leur fête. La demande est approuvée et depuis lors, il y a plus ou moins 25 personnes parmi la famille elle-même qui s'installent au Monte. Ils ouvrent un bureau de prêt d'argent et puis il y a les tuteurs des enfants et il y a aussi les aides à la maison. Donc sont plus ou moins 25 et ils vont habiter dans cette maison ici. C'était l'entrée, c'est la première maison qu'ils louent. Maintenant, nous entrons dans cette rue et je vais vous montrer alors où se trouve ce bâtiment. Puis derrière, il y a une porte et en dessous, il y a un mikvé parce qu'ils avaient leur première synagogue. Vi faccio vedere poi dove c'è questo edificio Sì. e poi dietro c'è una porta e lì sotto c'è un mikvé, però adesso è di un privato, c'era un mikvé perché avevano la loro prima sinagoga. C'est donc la première installation juive à Monte San Savino. Oui, oui.
Et combien y avait-il de synagogues? Chronologiquement, nous sommes dans la seconde, et puis au début des années 1700, ici sur le côté, il y a quelques maisons, puis à l'intérieur de la synagogue, il y a un dessin explicatif et ils achètent ces maisons. Pouvaient-ils acheter? Oui, ils achètent ces maisons, donc ils sont déjà là, ils ne construisent rien, mais ils doivent rénover. Ce sera un très long travail et surtout par manque de fonds. Et donc, plus ou moins à partir des années 20, de 1700, c'est-à-dire 1720, c'est-à-dire la dernière que nous visiterons ensuite, est la troisième très grande synagogue chronologiquement. Donc non seulement il y avait la synagogue qui était au deuxième étage avec une mezzanine au-dessus pour 12 places pour les femmes, mais il y avait aussi le four pour les matzot. Azim di Pessah. Et puis il y avait le Talmud Torah qui était l'école. Y avait-il une école juive? L'école juive pour enfants, oui. La maison aussi pour les chamash. Mais en plus, il y avait aussi ce qu'on appelle un hôpital qui est une sorte d'auberge pour loger les juifs qui venaient de l'extérieur, qu'on appelait les étrangers. Chiamiamolo per ospitarli. Donc, ici à Monte San Savino, il y avait une vraie vie communautaire. Et ici, il est né le premier poète juif d'une certaine importance dans la littérature italienne, Salomone Fiorentino. On se souvient de lui parce qu'il est le premier poète juif en Italie à avoir écrit en italien. Auparavant, ils écrivaient en latin. Hébreu. Soit en hébreu, et donc ils restaient dans un petit cercle, ils écrivaient quand même. Il y en avait beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Mais on ne se souvient de lui pour ça. Gli avvenimenti non ovviamente divertenti, però che ha un primato. Parmi les événements tragiques qui sont passés, il faut malgré tout parler du premier pogrom de l'ère moderne qui se déroule ici, à Monte San Savino. Oui, c'est un épisode bien connu. La Viva Maria qui nous a donné un élément très important. Nous avons une date définitive, 1799. Donc, quoi que nous trouvions, nous savons que cela doit être avant 1799. C'est un mouvement qu'on appellerait aujourd'hui fondamentaliste. Fanatique, se référant à un culte local, de Notre-Dame de Confort ici. Le Viva Maria, c'est une vraie chasse aux Juifs. Les synagogues sont dévastées et 130 Juifs doivent quitter leur maison. À Pitigliano. Cependant, les Pitigliano ont défendu leurs Juifs et ont chassé ces fanatiques. Les Juifs se sont en partie enfuis et ont cherché refuge à Sienne en pensant être sauvés. Et au lieu de ça, à Sienne, il y a eu le massacre. Et c'est là que l'histoire s'est terminée. Et on peut dire qu'à ce moment-là, l'histoire de Monte San Savino en tant que communauté, en tant que grande communauté, se termine également. Oui, oui. Complètement. Ça se termine complètement parce que les Juifs ne sont jamais revenus, en laissant tout pour diverses raisons. Ils avaient cherché, nous avons des documents, à récupérer une partie de leurs avoirs, mais sans succès. Ce qui m'intéresse chez toi, Jack, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je connais très bien ton travail, mais je veux le faire connaître aussi à tout le monde. Ce que tu fais ici à Monte San Savino, pour mettre en valeur et redécouvrir, comme tu me l'as déjà dit, le mikvé, la redécouverte, etc. Mais surtout pour faire connaître l'identité et la tradition juive ici. Bien sûr, c'est vraiment, j'appellerais ça un travail de reconstruction. Oui, car grâce à la découverte des ketubot et des pierres tombales des familles, tu as réussi à reconstituer les familles qui habitaient ici? On a des noms? Alors pour nous maintenant, pour nous qui traitons de ça, ces gens existent aujourd'hui, je dirais, parce qu'on en sait tellement sur eux, pour le meilleur ou pour le pire. Beaucoup d'anecdotes aussi, beaucoup de choses. Et nous avons pu virtuellement reconstituer la vie qui était ici, ce qui s'est passé dans la synagogue. Entre autres choses, nous avons parlé de Salomone Fiorentino. Mais une autre famille importante ici, ce sont les Toaf. Les Toaf Les Toaf del Monte. Je pense que c'est un cas presque unique. C'est un cas extraordinaire de reconstruction aussi complète.
Complète parce qu'à partir de cette famille, on a pu reconstruire une petite communauté. Oui, en fait, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse aussi le public, disons les touristes, mais pas seulement, c'est que ici on se sent vraiment chez nous. On arrive ici et idéalement on rentre dans la synagogue, qui justement à l'époque, selon combien on avait payé, on pouvait se mettre outre de la fenêtre, outre de la ronde. Et donc c'est la vie quotidienne. Nous vivons l'histoire à travers les ketubot, les contrats des mariages. On peut dire la vie de tous les jours. La vita al completo. Donc, une vraie vie communautaire il y avait ici à Monte San Savino. Mais comme c'était la stratification sociale. La stratification sociale. La stratification sociale. Bien sûr. Tout le monde n'était pas... Il y avait les riches et les moins riches. Il y avait ceux qui payaient la taxe sur les perruques. Les perruques. Oui, parce qu'elles s'habillaient comme des femmes nobles. Il y a eu aussi un épisode où des femmes se sont battues et que l'une a donné une gifle à une autre et la perruque est tombée. Et puis... Et tu as trouvé tous ces documents. C'était la vie de tous les jours. C'était aussi des marchands. Ils s'occupaient de toutes sortes de marchandises, de matières importantes. Les Juifs étaient réputés comme connaisseurs, par exemple, d'étoffes précieuses. Conoscitori proprio di, per esempio, di tessuti preziosi. C'est ça, le travail de reconstruction nécessaire, indispensable, qui fait Jack Arbib. Et c'est pas seulement pour sa mémoire, mais aussi pour la nôtre. Una delle cose quasi immediate che ha fatto Gheddafi quando è arrivato Une des choses que Kadhafi a fait presque immédiatement, quand il est arrivé au pouvoir, a été d'envoyer des bulldozers qui ont complètement détruit le cimetière. Le cimetière auquel moi aussi j'étais très attaché, parce que le terrain du cimetière avait été donné à la communauté pour faire le cimetière de mon arrière-grand-père. era stato donato alla comunità per fare il cimitero del mio bisnonno. Quindi era di famiglia. La famille. Oui. Ensuite, j'ai trouvé cette phrase que j'ai beaucoup utilisée. Regardez, je suis ici. En voyant ces tombes abandonnées à Monte San Savino, je dis « Je suis devant les tombes de pères sans enfants. Et nous sommes des enfants de pères sans sépulture. » Tombe di padri senza figli, perché nessuno... E noi siamo figli di padri senza tombe. Però che a Monte San Savino si sente parlare qualche volta ebraico. Mais ici, à Monte San Savino, on entend parfois parler hébreu dans les rues. Et c'est beau. Oui, non seulement vous entendez parler l'hébreu, mais vous entendez de la musique hébraïque. Vous entendez des chants hébraïques. Ma si sente la musica ebraica, si sente cantare in ebraico. Et maintenant, après une journée très intense, je reste avec mon copain Jack, qui m'a préparé un bon dîner. Nous, on se voit à la prochaine ville. Voilà le casque, les deux casques de la moto, l'ordinateur, les portables. Se promener en Vespa par les rues de l'Italie, c'est magnifique. Et Sienne, c'est la ville connue surtout pour Il Palio di Siena, la cour de chevaux de la place principale. Mais comme dans toutes les villes d'Italie, même à Sienne, il y avait une belle communauté juive. En 1228, il y a la présence d'un juif soldat qui a combattu à cheval pour la milice communale. En 1348, la peste fait beaucoup de victimes et les juifs sont accusés d'avoir propagé la contagion en polluant les eaux des terres touchées par l'épidémie. En 1428, la liberté de culte est accordée aux Juifs, mais avec l'obligation de s'abstenir de tout travail et de tenir les boutiques fermées les jours de fête des rites chrétiens.
En 1685, à Sienne, il y avait 68 familles, pour une totale de 371 personnes, arrivées surtout de Rome, Florence, Venise et Pitigliano, pour le commerce. En 1799, il y a le Viva Maria, qui avait commencé dans une ville à côté, Arezzo. Et même à Siena, a eu des conséquences gravissimes. Les fanatiques du Viva Maria sont rentrés le 28 juin 1799. Ils sont rentrés dans le ghetto, ils ont détruit les maisons, la synagogue, tué des juifs. Et en souvenir du massacre, la communauté a décrété pour plusieurs années un jour de jeûne. Dans ces voyages en Italie, je découvre une Italie dans laquelle les Juifs ont fait et sont un élément déterminant de la société. Dans tous les arts, dans tous les métiers, une grande histoire pour une grande nation. Extraordinaire. Je suis très heureux de le faire connaître au monde entier. Bella ciao ragazzi, vai vai! Les collines de Sienne sont magnifiques. On se sent transporté comme sur les vagues de la mer. Il y a des vignobles partout. Et ici est produit l'un des meilleurs vins, le Chianti. Chez mon ami Daniele de la Seta se trouve la seule cave qui produit du vin cachère en utilisant uniquement ses propres raisins. Ciao Daniele, sono qua finalmente nella tua tenuta. Salut Daniele, je suis enfin là sur ton domaine où on peut bien boire et cachère en plus. Quando abbiamo acquistato questa azienda e nel Chianti classico. Donc mon histoire avec le vin commence en l'an 2000, lorsque nous avons acheté cette entreprise dans la région du Chianti Classico. On a tout de suite commencé à fabriquer du vin cachère, un peu parce que je suis juif, mais c'était aussi une façon de se différencier sur le marché. Le Chianti Classico est une DOCG, dénomination d'origine contrôlée et garantie, la plus ancienne du monde. Nous y vivons toute l'année et donc nous portons une attention particulière à la production du raisin. Car lorsque les raisins arrivent en cave, ils doivent être parfaits. Et après, il est indispensable de faire de bonnes vinifications. Je n'ai pas dit que nous sommes aussi bio. L'entreprise est cachère et biologique. Et cela depuis que nous avons commencé. Et ici, chez toi, je sais que on a la possibilité de manger cachère. Oui, depuis plusieurs années, nous faisons des visites guidées, où précisément la possibilité est aussi de montrer les vignobles, de voir les raisins, de voir les chambres où nous faisons le vin. Donc, nous expliquons un peu tout le processus de production du Chianti Classico, cachère. Nous avons une salle de dégustation où nous faisons des dégustations très généreuses. Et pour ceux qui veulent, enfin, il y a une sorte de restaurant rustique. Parce que c'est petit, c'est cachère, Chalav Israël, mais c'est typiquement toscan. On utilise des produits frais, des produits du jardin. Nous avons ce petit restaurant depuis quelques années et les gens sont très contents. Si pour un juif qui vient en Toscane, c'est un point d'arrêt obligé pour vivre une expérience typiquement chiantighiana, je dirais que oui. Prodotti freschi, prodotti dell'orto e insomma per ora sono pochi anni che abbiamo questo piccolo ristorante, però insomma le persone sono molto contente e è a posto appunto per un ebreo che viene in Toscana sicuramente può essere un punto di riferimento dove fermarsi e dove avere un'esperienza veramente tipicamente chiantigiana, direi così. Marcher au milieu des vignobles, c'est une émotion unique. C'est un peu comme quand j'étais à Canazei, à la montagne. Là aussi, j'ai la perception de la création d'Hachem.
L'Echaim à tous les Hébreux del mondo. Je suis content d'être ici pour vous, pour tout le monde, les Français, les Américains, tout le monde qui peut apprécier la beauté de l'Italie. Quelle beauté! Rucola et ricotta. Je quitte Sienne et la Toscane et je reprends mon voyage à la recherche et à la découverte de nouveaux paysages, de nouvelles villes, de nouvelles histoires à vous raconter.